Donc, c'est une première table ronde qui va être consacrée au nouveau territoire des manipulations de l'information. L'objectif que nous avions, c'était de voir du point de vue notamment des médias comment fonctionne la désinformation aujourd'hui. Et donc, je laisse la parole à Stéphanie Antoine, que je présente très brièvement, qui est diplômée, si je me souviens bien, de Sciences Po et de NYU, et qui est une des journalistes phares de notre chaîne d'information internationale, France 24, où elle anime l'émission, j'allais dire clé de l'antenne, sans flatterie, qui s'appelle Le Débat et que peut-être certains d'entre vous regardent régulièrement. Voilà. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Cette table ronde est consacrée, comme vous le savez, au nouveau territoire de la manipulation de la désinformation. Alors, quels sont ces nouveaux territoires de la manipulation de la désinformation et comment, finalement, ils affectent les médias et plus généralement la démocratie? Alors, pour en parler, Joséphine Hurstel est avec nous, responsable des études au Conseil national du numérique, également Christophe Deloire, bonjour également, secrétaire général de RSF, Reporters sans frontières, Fabrice Friese, président, directeur général de l'AFP, l'AFP l'une des 3 grosses agences d'information mondiales, Laurent Guigné, bonjour, directeur de l'information de France Télévisions, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, bonjour, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez d'ailleurs coécrit les manipulations d'information, un défi pour nos démocraties. Alors, manipulation de l'information, infox, ingérence étrangère, quels enjeux finalement représentent ces nouveaux territoires de manipulation d'information? Est-ce qu'ils sont, oui ou non, une menace pour la démocratie? Fabrice Friese, vous avez démarré parce que patron de l'AFP, l'AFP, comme je le disais, c'est l'une des 3 grosses agences mondiales de l'information, avec AP et Reuters. Donc, pour une agence comme l'AFP, que représentent justement ces désinformations, ces infox? C'est bon. La désinformation, pour une agence comme l'AFP, c'est d'abord devenu un sujet d'information. Ça peut paraître paradoxal parce qu'une agence comme l'AFP a pour mission de dire les faits aussi honnêtement que possible, en présentant tous les points de vue et en s'en tenant aux faits. On n'est pas du tout dans le métier du commentaire, de l'éditorial. On essaye de dire ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on se refuse, par exemple, si je prends le domaine de l'information sportive, on s'est toujours refusé, lors du mercato, de commenter les rumeurs de transfert. On ne parle des transferts que quand ils sont avérés. Et c'est pour ça que très longtemps, une agence comme l'AFP a traité le faux comme un non-sujet. Il y a une anecdote célèbre à l'agence qui est qu'en 2011, lorsque les Navy Seals ont tué Ben Laden, une photo du cadavre a circulé sur Internet. L'AFP, avec ses outils de l'époque, a pu montrer que c'était un recyclage, mais n'en a rien fait parce qu'elle considérait que ce n'était pas son métier de dire c'est un faux et qu'il ne fallait pas lui donner une importance qu'elle n'avait pas. Résultat, cette photo continue de circuler sur les réseaux et constitue un matériau pour les complotistes. Cette posture a changé beaucoup avec l'événement, le double événement fondateur que vous connaissez bien, qui a été le Brexit et l'élection de Trump en 2016, on s'est mis à considérer que le faux devenait un élément de l'information. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus de reportages sur la désinformation, tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule stratégie publique, un seul débat qui ne soit contaminé par les fausses informations. Ça va de soi quand on le voit avec la pandémie, qui est l'exemple le plus évident. Si vous ne connaissez pas les réseaux anti-vax, vous loupez une grande partie du problème. Et le deuxième aspect, donc ça, l'infox comme sujet de reportage, il faut d'ailleurs qu'on se muscle sur ce terrain, qu'on soit beaucoup plus costaud qu'on est aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que c'est devenu un objet de combat. Depuis 3 ans, l'AFP a monté un réseau de fact-checkers qui comprend aujourd'hui 150 journalistes à plein temps partout dans le monde. Partout dans le monde, on travaille sur 80 pays, dans plusieurs langues. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait
le fact-checking consiste à vérifier des publications de tiers une fois que c'est publié. C'est différent du travail de vérification habituel journalistique qui se fait avant publication sur le travail même des journalistes. Là, c'est la vérification de publications tierces. Et ce travail est disponible sur des sites grand public. En France, ça s'appelle Factuel. Vous pouvez aller sur Factuel. Et aujourd'hui, je regardais juste avant de venir pour vous donner juste 2 exemples concrets. Et je m'arrête après. Le premier, sur la page de garde, vous avez un fact-check qui démontre l'idée que le prix du gazole ou du diesel serait infiniment supérieur en France à ce qu'il est dans d'autres géographies. Et l'autre, c'est un fact-check assez remarquable sur Zemmour, les Juifs, Pétain, vous connaissez ces thèses, et qui démonte en interviewant les historiens, qui démontent ce discours. Voilà donc ce qu'est l'Infox pour l'AFP, un sujet de reportage et un objet de combat. Laurent Digné, pour des rédactions aussi importantes que celle de France Télévisions, avec cet enjeu du service public dont a parlé Laurent Lafont, quel est l'enjeu pour vous justement de ces manipulations d'informations? L'enjeu, il est d'abord un enjeu de production. Évidemment, on est placé dans la chaîne de production d'informations à un autre endroit que l'AFP. Et Dieu merci, l'AFP nous aide à travailler sur ces questions, même si ça ne résout pas tout, parce qu'aujourd'hui, et on le voit bien, il faut bien comprendre que tout a changé il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années pour les rédactions. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où peut publier n'importe quoi avec un ticket d'entrée proche de 0. Et en matière de désinformation, c'est quand même ce qui a tout changé. La désinformation existe de tout temps, depuis qu'il y a des médias, depuis qu'il y a de la presse, depuis qu'il y a de la radio dans les années 30. La difficulté aujourd'hui, c'est que n'importe qui, par un tweet, une publication, donc encore une fois avec un ticket d'entrée proche de 0, peut venir contaminer une rédaction et toute une chaîne de production d'informations. Et c'est pour ça que nous aussi, en doublant, j'allais dire, depuis l'intérieur des rédactions, les efforts que nos agences dont nous sommes clients nous aident à faire en matière de désinformation, nous sommes obligés, et en même temps, c'est intéressant parce que ça nous place aussi, nous, dans une relation avec le public. Ça peut paraître bizarre, mais y compris celui qui désinforme, dans une relation directe avec le public, qui aussi est consubstantielle au service public, pour que nous soyons là en capacité à démonter une fausse information, à valider une information. Effectivement, la plupart des informations que nous donnons et que nous cherchons à vérifier, nous aussi, sont vraies. Et donc, par définition, le debunking n'est que la face émergée d'un iceberg qui est celui de la validation de l'information. Mais il faut bien comprendre que tout a changé et que le problème aujourd'hui, je pense que vivent beaucoup de médias, et c'est pas, je le dis, hein, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a entendu ou de peut-être ce qu'on entendra aussi dans la journée. Pour moi, la frontière n'est pas entre les réseaux sociaux et les médias. Il y a des médias pure players qui honorent le journalisme sur les réseaux sociaux, et puis il y a des bonnes vieilles télévisions, bons vieux journaux qui aujourd'hui pratiquent la désinformation. Donc, il est facile de penser qu'il faut réguler les réseaux sociaux et puis que la presse va bien et que les journalistes sont dans les rédactions dites traditionnelles. Vous le savez, je n'ai pas d'exemple à donner, je n'ai pas le temps, et puis je ne suis pas là pour dénoncer, mais que la désinformation aujourd'hui, y compris dans un pays comme la France, y compris dans une période qui est celle de l'élection présidentielle, passe aussi par des antennes traditionnelles, de médias traditionnels, qui ont une résonance sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs sont en général bien organisés sur les réseaux sociaux. Mais c'est cette seconde chose-là qui est importante aujourd'hui à voir et qui, nous, services publics, je ne veux pas dire en objet de désinformation, même si c'est le cas, mais ce n'est pas le sujet du jour. Nous sommes là pour pratiquer, et le sénateur Lafont le disait, et produire de l'information au sens le plus basique du terme. Donc l'enjeu, je le dis, c'est un enjeu de production d'abord, un enjeu démocratique ensuite, parce que les phénomènes de violence symbolique se transforment malheureusement en violence physique, y compris en France aujourd'hui. Et puis un enjeu technologique, on en parlera peut-être aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut s'armer dans une guerre technologiquement pour résister à la désinformation. Christophe Deloire, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent Digné, RSF fait chaque année, je le rappelle, un classement mondial de la liberté de la presse. Le journalisme, il faut le rappeler, est totalement ou partiellement bloqué dans 73% des pays évalués par RSF, soit dans 130 pays, ce qui est énorme. Et en même temps, comme on le disait,
la profession et les journalistes. Il y a une défiance à l'égard des journalistes de plus en plus importante aujourd'hui. Ah oui, ça fait beaucoup de questions, mais la défiance Ça fait partie de l'enjeu. dans un pays comme la France n'a rien à voir avec la situation en Chine. Et malheureusement, je vais commencer par un paradoxe. C'est que vous connaissez peut-être le Edelman Trust Barometer, qui est un instrument de mesure de la confiance envers les journalistes dans les différents pays du monde. Et la première fois que j'en ai vu une présentation, j'ai été estomaqué parce que le pays où la confiance était la plus élevée était la Chine. Il faut se méfier de ces notions de confiance. Alors peut-être les Chinois n'étaient pas totalement libres dans leurs réponses, mais en tout cas, c'est peut-être aussi un fait démocratique que d'avoir des formes de défiance. Mais ce qui est en jeu, et j'approuve parfaitement ce que disait Laurent sur le fait qu'il ne faut pas faire une coupure entre d'un côté les journalistes, de l'autre côté les réseaux sociaux, c'est qu'au fond, on est dans un moment du fait de la numérisation de l'espace public, de sa globalisation, on est dans un moment de dérégulation de l'espace public. La démocratie, c'est des procédures. L'espace public, en démocratie, c'est aussi des formes de procédures qui sécurisent un certain nombre de droits. Et il y a eu des strates historiques de construction de cet espace public avec des formes juridiques dures. Il y a des garanties constitutionnelles en matière de liberté d'expression, mais permettons aussi de statuer sur les exceptions à la liberté d'expression, avec des formes invisibles pour le public, mais qui avaient des vertus, quelques défauts aussi, qui sont sous la forme de la régulation des médias. Dans les débats sur la liberté d'expression, tout le monde s'interroge sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Mais la réalité de l'organisation de l'espace public, c'est une régulation des médias qui est infiniment plus subtile, qu'il s'agisse de distribution de la presse écrite, de régulation de l'audiovisuel, etc. Et puis, troisième strate, qui n'est pas dans l'ordre chronologique, qui est la construction de l'éthique journalistique et des méthodes professionnelles, de la culture des journalistes. Et qui a eu un rôle important, par exemple, quand on parle en ce moment des sujets de pluralisme de l'information auxquels faisait référence le président de la Commission de la Culture et de la Commission qui enquête sur les concentrations dans le monde des médias, y compris dans des médias sur lesquels il n'y avait pas d'obligation de pluralisme interne, c'est-à-dire d'interroger des personnes qui ont des points de vue différents, comme la presse écrite. Il y avait quand même des formes de pluralisme, parce que la culture journalistique voulait qu'on y aille. Et donc, il y avait une sécurisation par l'autorégulation aussi de ces formes-là. Et ça n'est pas du tout le cas dans le reste de l'ensemble numérique. Non pas qu'il n'y ait que des choses insatisfaisantes ou voire nuisibles, mais en tout cas, ça n'est pas... Donc, la question qui se pose aujourd'hui à nous, en tant que citoyens, c'est comment on reconstruit un espace public, quelles règles on y impose, dès lors que cet espace, aujourd'hui, est largement globalisé, ce qui change beaucoup de choses en matière d'applicabilité du droit, parce qu'on savait appliquer du droit sur le plan national. C'est beaucoup plus difficile de continuer à l'appliquer quand il y a des gens anonymes au bout du monde. Et quelles règles on prévoit dans un monde où une partie est totalement désintermédiée, alors qu'avant, les médias représentaient une forme d'intermédiaire, poser des obligations. Je précise que ces bruits, ça n'est pas moi au micro. Et donc, comment on procède? C'est peut-être une manière de perturbation de cette réunion. Et donc, comment on reconstruit cet espace public? Quel est l'enjeu? Donc, c'est l'atteinte à la démocratie. Bonjour à tous. Déjà, peut-être pour présenter ce qu'est le Conseil national du numérique, puisque tout le monde n'est pas forcément familier de cette institution. On a une commission consultative indépendante qui a 10 ans environ, qui a pour mission d'étudier la relation qu'entretiennent les humains en tant que société avec le numérique. On a pour cela un collège de 20 membres pluridisciplinaires avec des sociologues, des anthropologues, etc. Et on a, parmi les sujets dont la mandature actuelle s'est emparée, effectivement, le sujet des fausses informations en ligne, avec un dossier qui a été publié en juin dernier, qui s'appelle « Récits et contre-récits itinéraires des fausses informations en ligne », et dont l'objet n'était vraiment pas de définir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais plus d'examiner le phénomène des fausses informations en ligne et ses ressorts institutionnels, démocratiques, technologiques, de comprendre pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la population adhère et répand des fausses informations, voire des théories complotistes. C'est un dossier qui a suivi la même méthodologie qui est propre au Conseil de co-construction
Donc, on a vraiment souhaité auditionner des différentes parties prenantes de ces sujets, que ce soit des chercheurs en histoire, en sciences de l'information, en psychosociologie, voilà, mais aussi des personnes de la société civile, par exemple des youtubeurs qui ont des chaînes de debunking, des associations qui aident les familles de proches victimes d'emprise. Nous, le constat qu'on fait un petit peu général dans ce rapport, c'est que le numérique, c'est à la fois une partie de la cause de cet état informationnel aujourd'hui et un outil. Une cause parce que Internet, dans sa grande utopie initiale, promettait une parole ouverte, horizontale, où chacun peut s'exprimer, peu importe son statut, son éducation, son genre, etc. Puis finalement, cette utopie s'est retournée contre le projet initial où l'information est tellement, enfin la prise de parole est tellement accessible qu'on arrive à une surabondance d'informations où l'information fiable se retrouve diluée dans tout un tas d'informations plus ou moins inexactes, voire erronées. On a aussi l'apparition de nouveaux intermédiaires, centraliser une très grande partie du trafic, pour ne pas lister les grandes plateformes au premier chef. Il y a un aplanissement de la hiérarchie dans les prises de parole où chacun est mis sur un même plan, ce qui a un impact évidemment sur les chaînes de confiance dans l'information. Et puis un certain paradoxe qui est que toute cette transparence de l'information, elle offre aussi davantage de matière pour les personnes qui proposent des récits alternatifs pour trouver des éléments qui vont conforter leur théorie et leur argumentaire. Le numérique, c'est aussi un outil à la disposition des acteurs étatiques et non étatiques. Et nous, on a voulu regarder à chaque étape de la transmission des fausses informations en ligne en quoi c'est un outil en matière de création d'informations, de diffusion, de vérification. Voilà. Et pour finir, j'aimerais dire aussi, et c'est quelque chose qu'on a souhaité souligner dans ce rapport, que tout n'est pas dû au numérique. Il y a des facteurs extérieurs qui sont liés à la situation de la démocratie aujourd'hui, qui sont liés aussi à une conjoncture d'effondrement de beaucoup de récits structurants qui font que des récits alternatifs pour faire sens de l'état du monde d'aujourd'hui émergent. Et puis, le numérique est une forme d'information à beaucoup d'égards. Et c'est une richesse dont il faut pouvoir tirer parti. Jean-Baptiste, Jean-Jeanne Villemur, j'imagine que vous pouvez rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'enjeu, un défi pour nos démocraties, pour reprendre le titre de votre livre. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. Donc, oui, on avait en 2018 parlé d'un défi pour nos démocraties. Aujourd'hui, j'irai plus loin, je parlerai d'une menace, d'un danger. Je pense qu'au cours des dernières années, il est évident qu'on a eu de nombreuses démonstrations du fait que les manipulations d'information sapaient la confiance au sein des démocraties libérales entre la population et les gouvernements et les institutions de manière générale, et les médias et les journalistes. Et la confiance est une condition de possibilité de ces démocraties. Donc en réalité, si on parle d'une menace à l'existence même et à la possibilité même des démocraties et des valeurs libérales plus largement. Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait qu'il peut y avoir des conséquences dans le monde physique, y compris des conséquences létales. Autrement dit, c'est ce qui nous intéresse nous aussi, parce que c'est un exemple du fait que ça pose c'est de l'ordre de la menace. Les manipulations d'informations peuvent tuer. Il y a eu des cas, en Inde notamment, dans certains villages où certaines personnes ont été lynchées suite à des manipulations d'informations. Il y a certains crimes de masse, par exemple le génocide des Rohingyas, qui ont été, ça a été établi par l'ONU, qui ont été encouragés, amplifiés, ou dans lesquels les manipulations d'information ont joué un rôle important. Autrement dit, les manipulations d'information, ce n'est pas qu'un truc désagréable sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut aussi avoir un impact létal pour certaines personnes, voire conduire, pousser certaines personnes au suicide, etc. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Et puis, troisième point, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est davantage les manipulations d'informations d'origine étrangère, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ingérences, avec évidemment toute la difficulté qui est de distinguer l'influence de l'ingérence, c'est-à-dire des comportements qui sont légitimes ou acceptables, tout le monde fait l'influence de la diplomatie, de comportements qui ne le sont pas parce qu'ils entrent dans des actions qui sont clandestines avec une intention hostile. Et cette distinction, elle n'est pas toujours facile à faire. Et la prise de conscience dans ce domaine-là a été graduelle, mais
grosso modo, pour la plupart des pays occidentaux, en 3 étapes depuis 2014, c'est l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, c'est 2016, le DNC-X, la campagne présidentielle américaine, et c'est depuis à peu près 2018, prise de conscience, une mondialisation du phénomène avec l'acteur chinois qui est de plus en plus agressif, et puis des acteurs non étatiques aussi. Et là, donc, c'est un phénomène qui est complètement globalisé. Mais ça, c'est la perception vue de l'Occident pour certains pays, y compris d'ailleurs au sein de l'Europe orientale et puis de l'Europe du Nord notamment. Il y a une véritable continuité depuis la guerre froide, c'est-à-dire qu'eux considèrent que le danger n'a jamais cessé, y compris pendant les années 90 et 2000, quand nous, on vient de le redécouvrir plus récemment. Intéressant. Quels sont alors ces nouveaux territoires de manipulation de la désinformation? Fabrice Friese, une infox, vous dites dans votre livre, se répand 8 fois plus vite qu'une information. Donc là, effectivement, ça fait partie de ces nouveaux territoires. Cette rapidité, cette accélération finalement dont on vient de parler. Oui, alors je ne sais pas si on peut maintenant parler encore de nouveaux territoires, parce que la désinformation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, la grande différence, comme l'a très bien dit Laurent, par rapport au passé, parce qu'on a tous en tête des exemples concrets de manifestations de désinformation dans l'histoire. La grande différence avec le passé, c'est la désinformation hier était sporadique, aujourd'hui elle est massive. Et en fait, il n'y a plus de nouveaux territoires, à mon avis, de la désinformation, parce qu'elle a envahi tout l'espace public. Il n'y a pas un seul sujet qui soit contaminé à un titre ou à un autre par la désinformation. Il n'y a pas un seul événement un peu saillant qui fasse l'objet d'une réécriture complotiste quasi immédiate. Et en effet, la désinformation est un phénomène global qui n'épargne aucun pays. Et on en voit ici en France des manifestations, il est vrai souvent, pour reprendre l'expression, désagréables. Il y a des pays où l'AFP travaille, par exemple aux Philippines, en Birmanie, où la désinformation tue. Malgré tout, si on devait parler de nouveaux territoires, je pense peut-être à un exemple que j'ai lu hier qui montre les manifestations contemporaines de la désinformation et les nouveaux espaces sur lesquels elle se niche. C'est la manifestation des camionneurs au Canada. Il y a eu un très bon reportage dans des médias américains qui ont montré que cette désinformation était largement suscitée par une entreprise de digital marketing située au Bangladesh, financée par des fonds américains. Et que faisait cette entreprise? Elle fait ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire qu'elle monte en épingle une polémique pour qu'elle prenne d'abord corps sur les médias sociaux importants, en l'occurrence Facebook, puis qu'elle gagne les médias traditionnels, qui sont aussi des vecteurs de désinformation, les chaînes de radio conservatrices nord-américaines, certaines télévisions également. Donc elle les monte et puis elle les fait passer dans la vie réelle. C'est-à-dire des camions sur les voies, si ça, ce n'est pas de la vie réelle. Donc ça, je dirais, c'est presque du classique. Après, et c'est là qu'on peut parler de nouveaux territoires, et qui rend la lutte très difficile, c'est que l'essentiel des messages de mobilisation, d'organisation, de levée de fonds des manifestants se sont passés sur des messageries cryptées, en l'occurrence Telegram. Donc, ce n'est pas comme l'assaut du Capitole, qui a été quand même en grande partie c'est fomenté sur Facebook. Aujourd'hui, les gens apprennent et la désinformation se passe sur des plateformes plus confidentielles et surtout absolument inaccessibles pour ceux qui ne sont pas dans les boucles Telegram. Donc ça, c'est un défi considérable, y compris, je pense, pour les opérations militaires, parce que ça se déporte. Et je vous parlais des opérations de fact-checking de l'AFP. Là, clairement, nous, on n'a aucune prise, puisque ce sont des messages cryptés de bout en bout. On ne peut rien faire. Deux petites choses là-dessus. La première, j'abonde dans le sens télégrammique qu'évoque Fabrice. Il faut bien comprendre que les vecteurs, les initiateurs des opérations de désinformation, qu'ils soient des États voyous, on va les appeler comme ça, en matière de désinformation, ou des courants idéologiques, se considèrent comme des dissidents. Et lorsque vous êtes dissident, lorsque vous êtes résistant, vous faites tout pour ne pas vous faire prendre.
et pour redoubler d'imagination pour sauver votre peau et votre cause. Et c'est dans cette logique-là, évidemment, que je n'approuve pas, mais il faut bien comprendre dans quel paradigme il se situe. C'est dans cette logique-là que l'innovation technologique en matière de transmission de la désinformation est aujourd'hui plutôt du côté des désinformateurs. La deuxième chose que je voulais dire, un peu dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on observe dans les rédactions, mais ailleurs, au fond, un début de dilution dramatique entre les notions de fait, d'opinion, de propagande, qui étaient quand même trois lignes de faits, de façon de faire de l'information qui étaient assez séparées traditionnellement. Et la dilution de ces barrières entre ces trois façons de voir l'information, de voir les contenus, génère et a généré, et on le voit de mon point de vue dans trois territoires assez clairs, proliférer la désinformation, les salles de rédaction, je le dis, y compris les écoles de journalisme, où aujourd'hui cette notion, cet amour éperdu de l'impartialité est parfois quelque chose qui tente à disparaître au profit de cultures d'engagement qui sont nobles, mais qui contribuent à l'abolition de cette séparation, de ces barrières entre ces trois, encore une fois, entre les faits, l'opinion et la propagande. Je ne suis pas un Cassandre, hein, mais j'essaie de voir comment… Un petit peu quand même. Oui, mais j'espère qu'on parlera aussi des solutions. Les deux autres territoires, c'est le laboratoire et la salle de classe. Je considère que le savant, le journaliste et l'enseignant sont aujourd'hui confrontés à ce rapport à la vérité qui s'altère et qui doit être, je l'espère, abordé peut-être de fond pour le contrer. Christophe Deloire, j'ai juste envie de reprendre ce que dit Maria Ressa, la prix Nobel de la paix, journaliste philippine, qui parle justement de la confiance à l'égard des journalistes. Elle dit « Nous sommes entrés dans l'ère des autoritarismes numériques », c'est-à-dire que les réseaux sociaux menacent véritablement les journalistes, et c'est son cas d'ailleurs aux Philippines. Oui, mais enfin, Maria Ressa, elle voit deux types de menaces. Elle voit la menace posée par Duterte, bon, qui sera plus président bientôt, mais enfin, qui a diligenté des procédures judiciaires contre elle, avec un harcèlement judiciaire. Il y a une menace létale, violence, pas seulement contre les journalistes, mais contre les journalistes aux Philippines. Et puis Maria Ressa, c'est quelqu'un qui décrit extrêmement bien ce qui est devenu l'espace public aux Philippines, et où Facebook est devenu l'espace public. Les échanges, l'ensemble des délibérations publiques se font sur Facebook. Et Maria Ressa, c'est quelqu'un qui, dans ce même discours, a alerté évidemment sur le danger démocratique. Et l'une des questions qui nous sont posées, c'est est-ce que pour reconstruire, et je repars de cette idée de besoin de reconstruction de l'espace public, est-ce qu'il faudra un conflit? Parce que si on observe dans l'histoire, c'est beaucoup après des conflits, au moment des catastrophes, qu'on s'est bien reconstruire. C'est aux États-Unis, après la guerre de sécession, les créations d'écoles de journalisme, première charte éthique. C'est en Europe, la déclaration de déontologie des journalistes, en France, celle du SNJ, en 1918. Ça n'est pas un hasard, c'était en 1918. Et puis, c'est l'application du programme du Conseil national de la résistance et la reconstruction des médias après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi souvent il a fallu des conflits? Parce que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, parce qu'il peut y avoir une forme de scepticisme en face, et qu'il faut un élan, un volontarisme politique très fort. On est dans un moment où on a besoin d'un volontarisme, parce que notre problème, notre piège politique, celui dans lequel on est vraisemblablement, c'est que tout responsable politique ou groupe de parlementaires qui voudrait prendre les décisions les plus pertinentes pourrait se voir accusé, et immanquablement même se verra accusé, de vouloir contrôler l'information. Et donc, peut-être y a-t-il besoin d'éducation aux médias, mais il y a d'abord besoin d'une pédagogie sur cette question de l'organisation de la délibération publique et du fait que la délibération publique ne peut pas être une anarchie régie simplement par la loi de la jungle, où c'est les prédateurs qui l'emportent les plus puissants. Mais malheureusement, il y a une forme d'effacement des logiques historiques, y compris idéologiques, par notamment les grandes entreprises californiennes qui assimilent leur activité à un travail pour la démocratie, au moment même où, précisément, elles luttent, quoi qu'elles affirment, contre des formes contre la sortie de la dérégulation, par des capacités de lobbying extrêmement fortes et contre lesquelles il nous faut résister aujourd'hui.
Joséphine le disait, alors vous vous intéressez en particulier à la compréhension, la manière dont ces fausses informations sont créées et comment elles émergent. C'est vraiment là-dessus que vous êtes penché au Conseil national numérique. Oui, tout à fait. Et avant de vous répondre, je voulais réagir à plusieurs des choses qui ont été dites déjà sur les stratégies de contournement de la part des groupes de désinformation sur des canaux privés. Il y a aussi des stratégies de changement de vocabulaire et notamment d'éviter les termes, si on prend l'exemple de la pandémie, de vaccin, de Covid, et de remplacer par des emojis, par exemple l'emoji de vaccin, l'emoji virus, utiliser simplement la lettre V pour éviter la modération de la part des plateformes sur la base de mots-clés, mais aussi rendre plus difficile le suivi des messages. Exactement. Donc, ce qui complique encore plus le travail de suivi, tant du côté des pouvoirs publics que du monde de la recherche. Et puis, a été cité le cas effectivement des convois de la liberté là récemment et des fermes de comptes au Bangladesh. Ça fait émerger pour moi une autre question qui est celle qu'en fait la désinformation, c'est aussi un enjeu économique et ça permet de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Ça avait été le cas en 2016 avec la Macédoine pendant les élections américaines, c'est là à nouveau le cas avec le Bangladesh. Ce dont on s'est rendu compte avec ces convois de la liberté, c'est qu'en fait les contenus créés par ces comptes et ces faux comptes issus depuis le Bangladesh redirigeaient vers des sites qui vendaient des produits dérivés pro-Trump, anti-vaccins, etc. Et on en vient à un point assez important qu'on a étudié justement dans la création des fausses informations, qui est que au-delà des acteurs étatiques, si on prend les acteurs non étatiques, on est face à des super utilisateurs, des super influenceurs. On a un peu l'impression que la désinformation, ça peut être un mouvement un peu diffus qui concerne un petit peu tout le monde sur les réseaux sociaux. En fait, on se rend compte que c'est très concentré. Il y avait un chiffre qui était paru l'année dernière sur le Covid qui disait que sur Facebook, 65% du contenu propageant des fausses nouvelles sur le Covid, c'était 12 comptes. Donc, depuis, ces comptes ont été supprimés par Facebook. On sait la facilité qu'ils ont à se recréer aussi. Donc, c'est un travail permanent de modération. Alors, eux, on n'a pas forcément de précision, mais en tout cas, là, plus récemment, il y a une étude de The Atlantic qui est sortie la semaine dernière, qui a étudié les 500 pages Facebook publiques américaines qui génèrent le plus d'engagement. Et ils se sont rendus compte que 38% de l'engagement sur ces pages, donc tout ce qui va être like, commentaire, partage, c'est 1% des comptes. Et en majorité, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont proportionnellement plus âgés que le reste des utilisateurs. Et dans 70% des cas, ce sont des personnes qui propagent des fausses informations ou du contenu haineux, sexiste, homophobe, raciste. Là, moi, je n'ai pas de regard là-dessus. Ce qu'on a pu croiser dans les auditions et la recherche, c'est qu'on a tout un panel de motivations économiques, comme je le disais, de motivations parfois politiques. Voilà, c'est multifactoriel et il faut affiner notre compréhension de ces phénomènes, des canaux de propagation et des motivations de ces acteurs pour apporter une réponse. Jean-Baptiste Georgène Villemer, est-ce que finalement on est dans une guerre informationnelle? Oui, en tout cas, du point de vue de certains acteurs, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Les Russes, par exemple, ont théorisé depuis longtemps la notion de guerre informationnelle. Les Chinois aussi, c'est quelque chose qui est assez répandu maintenant, mais pour nous, dans cette guerre informationnelle, on peut l'assumer, les nouveaux territoires, puisque vous posez la question des nouveaux territoires, c'est à la fois des acteurs dont certains sont nouveaux, des tactiques dont certaines sont nouvelles, et puis des technologies ou des innovations technologiques qui sont plus inquiétantes. Et concernant les acteurs, il y a les acteurs classiques que tout le monde connaît, en premier lieu la Russie, parce que c'est quand même à travers des opérations dites de hack and leak, comme les DNC Leaks en 2016, les Macron Leaks en 2017, qu'on a vu le danger des ingérences électorales. La Russie était en partie, pas complètement, mais en partie derrière. Et puis on voit aujourd'hui au Mali que ces acteurs anciens peuvent avoir des procédés nouveaux ou différents ou appliqués à des territoires différents, puisque vous pouvez lire notamment un article qu'on a fait paraître dans le Rubicon, qui est une nouvelle plateforme, le Rubicon.org, sur la manière dont ce qu'on a appelé la galaxie Prigogine, donc c'est Maxime Aubinet et Colin Gévard qui ont fait cet article, qui a deux branches, à la fois une branche boots on the ground avec Wagner, mais aussi une branche informationnelle, accompagne
par sa branche informationnelle le déploiement de Wagner au Mali. Donc, la Russie se réinvente aussi sur des territoires qui permettent d'atteindre les pays occidentaux, non pas chez eux, mais par ce qu'on a pu appeler dans le rapport de 2018 la proxysation, donc en passant par des intermédiaires, en l'occurrence des pays africains, mais toujours avec le même but de contestation et de compétition entre grandes puissances. Il y a la question de la Chine qui émerge. Là, je vous renvoie au rapport qu'on a publié récemment sur les opérations d'influence chinoise, où c'est relativement développé. Un nouvel acteur, enfin un nouvel entre guillemets, mais un acteur étatique s'est affirmé au cours des dernières années, dont on parlait moins avant, c'est la Turquie, qui, notamment avec le Pakistan, a pas mal contribué à ce qu'on appelle la hausse du sentiment anti-français, notamment au sein des pays musulmans. La Turquie est d'ailleurs le seul acteur au sujet duquel le président Macron a envisagé qu'il pouvait potentiellement s'ingérer dans l'élection présidentielle de 2022. En 2021, il y a une déclaration de Macron en ce sens qui vise explicitement la Turquie. Plus que les Russes. À l'époque, en tout cas, la citation portait sur la Turquie. Aujourd'hui, le contexte géopolitique a changé et à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait davantage de risques du côté turc que du côté russe. Je pense que les deux sont aussi probables l'un que l'autre. Et donc ça c'est concernant les acteurs, mais il ne faut aussi pas oublier l'importance des acteurs non étatiques qui ont émergé au cours des dernières années. Il y a l'American Alt-Right, il y a des mouvements comme QAnon, il y a des mouvements anti-vax, etc. Et donc ça, c'est relativement nouveau. Concernant les tactiques, ce qui est relativement nouveau et problématique pour nous, c'est notamment le fait que les attaquants vont moins passer par la traduction automatisée et donc pouvoir être moins détectables par la langue, ce qu'on pouvait avant en faire, y compris en passant pour des attaquants chinois, du chinois simplifié qui est donc pratiqué en Chine continentale au chinois traditionnel à Taïwan. Parfois, il y a quelques caractères de simplifié qui restaient, donc c'était des phrases, des signatures. De plus en plus, on se rend compte que les attaquants utilisent des relais locaux qui vont servir d'interprètes, y compris culturels, utiliser des expressions locales. Et donc, il devient de plus en plus difficile d'identifier une attaque provenant de l'étranger, puisqu'elle elle semble apparaître sur le territoire national et être le fait de groupes locaux, mais qui en réalité peuvent être instrumentalisés par l'extérieur. Et finalement, le dernier point concernant les innovations technologiques, c'est la question des deepfakes. On n'en a pas encore parlé, mais ça fait 10 ans qu'on parle des deepfakes comme étant, c'est-à-dire des vidéos qui sont numériquement modifiées pour faire dire ce que vous voulez à un visage, comme étant un danger. On ne les a jamais vus encore dans des élections, alors qu'on sait que la technologie est là. Il y a des démonstrations qui ont été faites avec les visages d'Obama, de Tom Cruise, qui sont très, très convaincantes. Moi, je pense que ça peut tout à fait nous arriver, y compris pendant la campagne à venir, avant le premier tour ou dans l'entre-deux tours, une vidéo qui est d'autant plus crédible qu'elle semble avoir été volée ou avoir été de mauvaise qualité, un petit peu récupérée, tournée sur un téléphone portable, etc., et dans laquelle un candidat dit quelque chose d'extrêmement compromettant, qui est fuitée sur le web et reprise et amplifiée par des médias étrangers qui vont s'en donner, ou d'origine étrangère qui vont s'en donner à cœur joie, et ça peut très très vite avoir un impact considérable. Donc voilà, quelques exemples de ces nouveaux territoires, que ce soit pour les acteurs, les tactiques ou les innovations technologiques, qui sont les plus préoccupantes pour nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la question face à la complexité de cet enjeu. Fabrice Friese, les solutions, comment lutter contre les fake news? On a compris la complexité, l'enjeu, la multiformité de ces fake news. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il y a une initiative qui est intéressante de la Commission européenne qui consiste à financer des opérations qui permettent de rapprocher le monde de la recherche, le monde académique, et les communautés de fact-checkers et le monde des médias pour constituer au niveau national des sortes de hubs qui permettent de cartographier pays par pays les réseaux de désinformation, d'expliquer les stratégies et les tactiques. Donc, déjà, la première chose à faire, je dirais, c'est bien connaître son territoire. Et donc, nous, il se trouve qu'on est opérateur de 5 de ces hubs, y compris dans des pays d'Europe orientale où la désinformation, là aussi, est particulièrement dangereuse. Et je pense que ça va nous faire gagner en connaissance et en réactivité. Effectivement, on se rend compte, les études montrent que les sources de la désinformation sont beaucoup plus concentrées qu'on ne le croit. Et ça suppose évidemment que les plateformes, les médias ajustent leur dispositif de réponse
et concentre le tir sur les super spreaders de la désinformation. Après, il y a tout un arsenal de mesures. Pour moi, la mesure, on en a parlé là aussi, la plus facile à mettre en œuvre, facile entre guillemets, c'est d'assécher le marché de la désinformation, qui effectivement est un business. Et on sait pourquoi il est un business, c'est qu'aujourd'hui, la publicité est devenue programmatique, ce sont des ordinateurs qui affectent les annonces à des supports, qui fait qu'un annonceur ne sait pas à l'avance sur quel support ou site va atterrir son annonce, et il est prouvé que la désinformation est un marché extrêmement juteux. Vous avez des désinformateurs qui sont devenus multimillionnaires parce que tout simplement, ils sont suffisamment malins pour faire attirer sur leur site une bonne partie de cette manne. Donc, il faut taper au portefeuille. Là, la technologie peut aider, et également la collaboration des annonceurs pour faire en sorte que tout simplement ces sites perdent de leurs revenus. Le plus efficace comme solution, mais qui est le plus compliqué, c'est d'agir à la source du problème, qui sont quand même les algorithmes des plateformes. Et là, il y a énormément de réflexions, peut-être que Roch-Olivier Mestre en parlera tout à l'heure, sur ce qu'on appelle la redevabilité. On appelle ça la transparence des algorithmes, mais c'est beaucoup plus l'intelligibilité, comprendre comment ça marche et pousser les plateformes à corriger les biais de ces algorithmes pour éviter qu'ils continuent à valoriser autant dans leur dispositif la désinformation. C'est de l'autocontrôle, en fait? Il faut que les plateformes, ce sont les plateformes qui mettent sur le marché des produits qui sont nocifs. Dans beaucoup d'industries, vous avez des procédures d'homologation. Quand vous mettez sur le marché un nouvel avion ou un nouveau médicament, vous passez par des strates de contrôle. Ça n'existe pas dans l'industrie numérique. Pourquoi? Quand on voit que la désinformation tue, je pense qu'il est temps de changer de logiciel. Laurent Guigné, vos solutions, alors, vérifier, j'imagine, toujours. Trois choses vues du service public, c'est tout simplement d'abord faire du journalisme, ne pas tomber dans le panneau, savoir résister à un agenda désinformationnel, on va l'appeler comme ça. Prenons l'exemple du convoi de la liberté, mettre à sa place, ou laisser à sa place ce phénomène français qui a été très, très largement précédé de l'épisode canadien, je pense. C'est juste faire du journalisme, assumer nos responsabilités, ne pas faire la leçon à quiconque, mais ne pas ouvrir un journal de 20 h samedi soir par le convoi de la liberté. Ça, je pense que c'est une action concrète, en fait, contre la désinformation. La deuxième chose, je le redis, de la technologie dans les rédactions, être capable de s'armer. On a monté une petite structure à la rentrée, pas forcément pour anticiper les deepfakes, mais enfin quand même, à France Télévisions au mois de septembre dernier, qui s'appelle Les Révélateurs, où tout journaliste de France Télévisions, lorsqu'il tombe sur une image sur les réseaux sociaux, l'envoie à cette équipe interne à France Télévisions, composée de techniciens, de documentalistes, de journalistes, et qui va, selon des recettes aujourd'hui bien éprouvées, à 90% être capable de dire si elle est vraie ou elle est fausse. Deepfake, mais aussi fake voices, je le dis, parce que peut-être que les fausses informations arriveront par les images, il est beaucoup plus facile de les faire arriver par la voix. Voilà, je le place quelque part ici. Il faut travailler sur cette question-là, qui est aujourd'hui, je pense, aux avant-postes de la désinformation. On ne l'identifie pas, mais il faut l'avoir en tête ou à l'oreille, si je puis dire. Et puis, troisièmement, tu l'as évoqué tout à l'heure, on a dit éducation aux médias. Je pense que la fracturation de la démocratie va continuer, va même s'accélérer si, et c'est bien au-delà du service public, l'ensemble des pouvoirs publics et de celles et ceux qui croient à la démocratie mettent le paquet sur cette question d'apprendre à lire l'information, d'apprendre à comprendre dès l'école, puisqu'aujourd'hui, les générations qui sont scolarisées n'ont pas connu la vie sans écran. Christophe Deloire, vous avez lancé une plateforme numérique pour vérifier la conformité des médias, quel que soit leur statut. RSF. En fait, oui, je vais me caler sur le rythme ternaire de Laurent, donc 3 points aussi. 3 points. On a lancé 3 initiatives. 1, le partenariat sur l'information et la démocratie, avec l'idée qu'il faut faire pour le chaos informationnel ce qui a été fait pour le climat, enfin ce qui est fait pour le climat, pour travailler sur les causes. Il faut l'équivalent des COP. On a obtenu
qu'à partir de septembre dernier, avec un premier sommet sur l'information et la démocratie, il y en est tous les ans. Il y a 45 États qui sont maintenant signataires du partenariat sur l'information et la démocratie. On est en train de créer l'équivalent du GIEC, qui s'appelle l'Observatoire international sur l'information et la démocratie. Il y a un groupe de préfiguration qui est co-présidé par Angel Gurria, l'ancien secrétaire général de l'OCDE, et Shoshana Zuboff, et dont est membre Maria Ressa, avec laquelle on travaille beaucoup. On a créé un forum qui est un organe d'application dirigé par la société civile de ce partenariat sur l'information et la démocratie, qui a remis déjà 350 recommandations très concrètes, notamment en matière de régulation aux États qui travaillent. On est en train d'installer des comités techniques. Là, on a toute une architecture pour essayer pour rassembler les démocraties et pour qu'elles travaillent ensemble à la création d'un espace numérique démocratique dont les règles soient édictées par des démocraties et non pas par des puissances despotiques ou par des tyrannies privées, comme diraient certains, enfin des entreprises privées. Deuxième point, nous avons lancé au niveau micro, c'est-à-dire le comportement des acteurs, une solution de marché qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui est fondée sur une norme européenne, qui a été discutée avec de très nombreux médias dans l'ensemble du monde, des syndicats de journalistes, des organisations de consommateurs, qui permet là-dessus, et c'est ce à quoi vous faisiez référence, de construire un mécanisme de vérification de la conformité des médias, grâce notamment au marché de la certification, grâce aussi à des possibilités d'auto-évaluation sur une plateforme numérique, pour arriver à la fin à promouvoir ce qui est positif en matière de méthode, non pas de contenu. C'est-à-dire il ne s'agit pas de statuer sur les contenus, mais sur les processus éditoriaux, et pour valoriser ceux qui respectent les processus éditoriaux et ces règles éthiques dans le marché de l'information, dans l'indexation algorithmique, dans les affectations des dépenses publicitaires, l'affectation des fonds publics, des philanthropes, etc., et le traitement par les organes de régulation. Et ça, c'est le marché de la certification, là, on est en train de le terminer. Il a été ouvert aux États-Unis en juillet. Pour l'Europe, c'est une histoire de semaines. Et troisième point, on a mis sur la table récemment une proposition qui est un système de protection des démocraties, notamment fondé sur un mécanisme de réciprocité sur la base des principes universels. C'est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est que dans les dangers pour la démocratie, il y a évidemment des dangers de fragilisation interne, il y a aussi des dangers qui ont été évoqués de concurrence extérieure, et avec aujourd'hui un avantage comparatif pour les régimes qui contrôlent leur espace public et qui, derrière leurs murailles, peuvent en plus exporter de la désinformation. Il faut réduire cette asymétrie entre ces régimes fermés et les sociétés ouvertes. Et pour cela, il y a des nouvelles logiques juridiques dans lesquelles il faut entrer. On a fait une publication, je vous invite à regarder sur notre site. Joséphine Hurtel, est-ce qu'il faut concentrer nos forces justement sur les fameux comptes dont vous avez parlé? Alors oui, bien sûr. La première chose, c'est qu'il faut améliorer notre définition et compréhension du phénomène et adapter notre réponse à ces différentes facettes. La mésinformation, donc le fait de propager une fausse information de façon inintentionnelle, c'est très préoccupant. C'est un enjeu d'éducation, comme on l'a déjà dit. Mais c'est moins préoccupant que la désinformation qui, elle, va être intentionnelle. Et là, sur cette désinformation, effectivement, il y a un enjeu de comprendre les motivations des acteurs, de comprendre qui ils sont, pourquoi, comment ils agissent, quelles sont leurs dynamiques, et de concentrer nos forces sur ces plus gros comptes. Ensuite, l'autre chose qui a été mentionnée, c'est le rôle des plateformes numériques dans ces désinformations et de leurs algorithmes, notamment des algorithmes de recommandation, puisque ces plateformes, elles fonctionnent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc de capter l'attention de l'utilisateur le plus longtemps possible en proposant du contenu qui va particulièrement plaire, et le contenu qui contient des fausses informations est particulièrement viral, donc particulièrement recommandé aux utilisateurs. Donc, il y a un enjeu de travailler à encadrer ces algorithmes de recommandation. Il y a un projet, par exemple, qui est en cours, qui s'appelle Improve the News, qui propose à l'utilisateur de paramétrer finalement l'algorithme de recommandation pour définir à quel contenu est-ce qu'il ou elle veut être exposé. Est-ce qu'on veut plutôt des contenus de sources généralistes ou spécifiques, de tel ou tel bord politique? Voilà. Donc, ça peut être des projets intéressants à regarder. Et nous, en tout cas, au sein du Conseil, le message clé qu'on souhaite porter, c'est vraiment que l'ensemble de ces solutions doit être abordé en coopération entre acteurs, à la fois avec les États et les administrations, mais aussi avec le monde de la recherche, avec la société civile, notamment les associations qui œuvrent au quotidien pour lutter contre les fausses informations, et avec les entreprises privées, à commencer par les plateformes. Jean-Baptiste Jean-Jacques Villemin.
Oui, alors, il y a beaucoup de solutions qui ont déjà été abordées, je ne vais pas les répéter. Et dans notre rapport de 2018, on avait fait 50 recommandations à la fin auxquelles on peut se référer. Certaines ont été mises en œuvre, pas toutes. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est la question de la connaissance. C'est-à-dire que pour contrer, il faut d'abord connaître. Et donc, la première chose à faire, ce qui est une condition de possibilité du reste de tout ce que vous avez dit, c'est la recherche. C'est-à-dire comprendre les phénomènes de désinformation, de manipulation d'information, les étudier, comprendre l'efficacité de ces diffusions, mais aussi l'efficacité des réponses. On parle du fact-checking, des vérifications de faits. Il y a des études, d'ailleurs parfois contradictoires, sur l'efficacité du fact-checking. Donc, il faut en tirer après les conclusions opérationnelles. Donc, la première chose à faire, c'est la connaissance. Et ça veut dire avoir plus de recherche. Ça veut dire que l'État soutienne plus de recherche là-dessus, qu'on finance davantage de thèses, pour parler très concrètement, davantage de post-doctorat, et davantage d'initiatives comme la Fondation Descartes ou l'Observatoire de la Fondation Descartes à l'Université Paris 2, dont l'objectif est précisément de produire de la recherche sur ce sujet-là. Donc, c'est grâce à ces initiatives-là qu'on pourra ensuite en tirer des solutions qui sont opérationnalisables, mais la condition du reste, c'est d'abord la connaissance. Et cette connaissance, elle est la connaissance des processus, des tactiques, des stratégies, mais aussi la connaissance des acteurs et notamment de nos adversaires. Pendant la guerre froide, il y avait tout un courant qui s'est développé qu'on appelle la soviétologie. Voilà. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, même si l'expression est malheureuse, on n'est pas dans une nouvelle guerre froide, mais on est quand même dans une phase de compétition entre grandes puissances. Et le problème de cette asymétrie que décrivait Christophe tout à l'heure, entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées, c'est qu'ils nous connaissent beaucoup plus que nous, on les connaît. On s'est rendu compte, par exemple, en travaillant sur les opérations d'influence chinoises, qu'il y a des théoriciens en Chine qui, dans des revues militaires chinoises, avaient utilisé Foucault pour leur théorie. Ils connaissent beaucoup plus nos penseurs et ils les utilisent beaucoup plus pour leur propre développement interne que l'inverse. Qui connaît aujourd'hui les grandes doctrines informationnelles chinoises ou russes? On parle de la doctrine Gerasimov qui n'existe pas. C'est pas vrai, il n'y a pas de doctrine Gerasimov. Les spécialistes de la Russie peuvent vous expliquer que ce que Gerasimov a voulu dire dans d'ailleurs une intervention orale et qui a été repris ensuite et présenté comme la doctrine Gerasimov. Et en fait, ce que Gerasimov, donc le chef d'état-major russe, décrivait de ce que faisaient les autres. Ils sont, selon leur point de vue, dans une posture défensive. Donc, il faut d'abord les comprendre ces acteurs, les étudier, et ça passe par la recherche. Donc, c'est ce que font des centres de recherche, des think tanks, des ONG, l'université publique, le CNRS, etc. Donc, la connaissance comme condition du reste, je crois que c'est. J'aimerais insister sur ce point en particulier aussi parce que on est ici dans un événement qui est organisé par la Fondation Descartes, dont c'est précisément la raison d'être. Alors, il nous reste 10 minutes pour quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle? J'ai le micro qui va avec. Une question? Oui, Emmanuel? Bonjour, Emmanuel Bloch. Moi, j'avais une question. D'après ce qui ressort de ce que vous dites, il y a quand même 3 types de désinformation. Il y a un peu la déformation d'État, il y a la désinformation économique, où ça serait le fondement, c'est de ramasser de la publicité, par exemple. Et puis, il y a la désinformation, je dirais, idéologique ou politique. Enfin, les gens qui ont des convictions et désinforment par rapport à ces convictions. Est-ce que déjà il y a des liens? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de liens entre les trois, où il peut y avoir des liens. Est-ce que les méthodes de lutte sont les mêmes suivant ces différents cas ou ces origines de désinformation informationnelle? Qui va répondre? C'est ça de là. Je ne réponds pas à la question, je saisis le dernier point de la question pour faire un commentaire. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse attention, tous, sur la question de la désinformation à caractère idéologique, à ne pas... on est tous prisonniers des nouvelles logiques, et à ne pas réduire le pluralisme, et à ne pas empêcher certaines formes d'expression, ou même de perception, parfois honnête de la réalité, mais sous un biais différent, au motif de divergences idéologiques. Et là, on est dans un moment où, évidemment, il y a du complotisme. En même temps qu'on prête attention à ce que l'accusation de complotisme ne vise pas à fermer le débat. Et ce risque-là, il me semble qu'on l'encourt quand même de manière relativement forte. Et ce serait dangereux parce qu'on irait dans une plus grande divergence
entre des catégories de la population, vers une dérive à l'américaine, puisque de ce point de vue-là aussi, les États-Unis nous devancent aujourd'hui, que le fonctionnement d'un certain nombre de médias encourage la Fox Newsisation, mais aussi Fox News a créé en face des médias symétriques, mais qui eux-mêmes participent de la polarisation, et à ce qu'on prenne soin à ne pas défendre la démocratie mais avec une vision qui finalement s'impose à une autre, alors même qu'elle peut avoir aussi sa légitimité. Je sais pas, peut-être c'est une intervention de Normand, mais je crois que c'est un point auquel on doit faire très attention. Et moi, j'observe de plus en plus souvent, et dans des conférences, dans des débats, des gens qui, sous prétexte de défendre la démocratie, défendent en fait une vision à l'intérieur de la démocratie. Jean-Baptiste, Jean-David Meur. Moi, je ne serais pas d'accord avec toi pour une raison simple, qui est que je ne crois pas qu'on puisse établir cette distinction entre les trois types de désinformation politique, économique, idéologique. Le coup est imbriqué, d'ailleurs politique, c'est-à-dire étatique. Des États peuvent, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire un renvoi à trois, et avec des moyens qui sont liés à l'économie, puisqu'on peut passer par des fermes de contenu, notamment dont la motivation de la ferme de contenu est purement financière, mais qui est payée par des États pour des raisons idéologiques, pour attaquer une cible tierce. Donc là, tu as l'imbrication entre les trois. En réalité, les trois niveaux sont très souvent imbriqués, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse les distinguer aussi clairement entre eux. Une autre question? Justement, je voulais revenir par rapport, on a mentionné un petit peu le jeu des plateformes, notamment Facebook, et donc sur ces algorithmes qui viennent mettre à disposition sur un marché des fake news et de la désinformation des contenus, et qui, en parallèle, par exemple, ont financé des fact-checkers dans les rédactions de journalistes, et donc employer des fact-checkers. Je voulais savoir un peu quelle nuance il peut y avoir dans ce... Est-ce qu'il y a une volonté de double jeu et du coup d'un mauvais pouvoir des plateformes sur le marché de l'information, ou est-ce qu'il y a une volonté de se racheter par rapport à des méthodes techniques et technologiques des algorithmes? Ça peut expliquer peut-être? Je pense que ce sont des acteurs qui sont débordés par leurs propres produits. Je les crois sincères dans leur volonté de chercher des réponses. La mise en place d'un programme mondial de fact-checking en est un signe. Pour autant, il y a une hypocrisie fondamentale dans la réponse, qui est que ce sont eux qui... Et ça, je pense que la lanceuse d'alerte l'avait bien montré. Frances Haugen. Frances Haugen, elle a montré, il y a deux explications. Je disais, il y a une explication, ils sont débordés et le génie s'était échappé de la bouteille. Ça, c'est la première explication. L'autre explication, c'est non, tout ça répond à un dessein presque idéologique, business. Ils savent que la désinformation leur rapporte en fait de l'audience, donc de la publicité. Et Frances Haugen et d'autres auteurs ont montré que tout au long de l'histoire de ces plateformes, les décisions qui ont été prises, elles sont toujours dans le sens de la croissance à tout prix, contre tout ce qui aurait pu protéger la sécurité du système. Donc oui, il y a une hypocrisie fondamentale parce qu'encore une fois, la correction des algorithmes serait une réponse extrêmement efficace. Alors certains commencent à s'ouvrir à cela, en particulier Twitter, qui est probablement celui qui, dans les sphères dirigeantes, qui a au moins un discours assez ouvert, par exemple, à l'idée que les gens puissent, comme vous le disiez, paramétrer leur algorithme, à l'idée d'exposer davantage les internautes à du choix, à sortir les gens des bulles de filtrage, leur proposer plus de diversité. Voilà, donc vous avez deux lectures possibles de ce qui se passe chez les plateformes. J'ai tendance à penser qu'ils sont à la fois complices et débordés. Joséphine Purcell. Oui, je suis totalement alignée et je pense que les plateformes sont aussi arrivées à un stade de
paradoxal, mais d'incompréhension de leurs propres algorithmes qui sont auto-entraînés. Et voilà. Et sur l'exemple de Twitter, ils ont publié à l'automne dernier une étude qui montrait que en fait, leur algorithme recommande davantage les contenus conservateurs, donc plutôt de droite, que les contenus de gauche. Donc, ils ont fait ce constat qu'ils ont chiffré, analysé, étudié, mais ils disent, en fait, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut qu'on fasse une rétro-ingénierie de notre algorithme pour comprendre et essayer de voir comment est-ce qu'on peut corriger ce biais, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient et il faut qu'on ajuste. Donc, il y a aussi ce facteur à prendre en compte. On va faire, corriger ce biais. À suivre. À suivre. Autre question? Juste un mot. Cette histoire est vieille comme la cigarette. L'industrie du tabac finance des programmes d'arrêt du tabac et on met sur les paquets que le tabac tue. Peut-être qu'on obligera Facebook à écrire que la désinformation tue. Ça ne résout pas le problème. Après, ça nous aide à nous regarder peut-être parfois davantage devant notre glace, mais ça ne résout pas la question, notamment celle, encore une fois, de l'éducation, qui est majeure, qui est plus importante, je pense, que cette question des fact-checkers. Une dernière question? Oui, bonjour, pour Christophe Deloire. Vous avez parlé de la mise en place d'une certification. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur les critères de cette certification? Qu'est-ce que vous avez jusqu'à maintenant arrêté, probablement dans un premier temps? En fait, les critères sont accessibles à chacun. D'abord, je répondrai à ça. Ils sont parfaitement transparents parce que donc ça a été un processus d'1 an et demi de discussion avec une centaine de parties prenantes de l'ensemble du monde, depuis des syndicats de journalistes à Taïwan et en Corée du Sud, jusqu'à des médias américains, en passant, y compris par des médias russes d'ailleurs. Ça a été une expérience intéressante et ils n'ont pas détourné le processus. Il y a une centaine de critères qui sont liés aux questions d'indépendance éditoriale, de mise en œuvre de garanties d'indépendance éditoriale, de respect des règles éthiques, de prohibition des conflits d'intérêts, de méthodes de vérification, de correction en cas de constatation d'erreur, d'éléments de transparence sur les médias. Et la plateforme numérique qui a été lancée, que vous pouvez aller regarder, en fait, est une espèce de site de rencontre, si je puis dire, entre des médias qui peuvent venir y rentrer, répondre aux critères, apporter des pièces, des certificateurs qui vont valider ces pièces et ces procédures, et ensuite les parties prenantes en aval, qui sont les plateformes numériques, les annonceurs, le cas échéant demain les États, qui pourront utiliser l'appréciation sur ces critères par donc un audit externe pour prendre des décisions. Emmanuel Macron, lors du sommet sur la démocratie, pour la démocratie organisé par Biden en décembre, a annoncé par exemple que le Fonds sur la démocratie créé lors du dernier sommet de Montpellier France-Afrique utiliserait ce critère et que Canal France International, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères en matière de développement média, utiliserait ce critère aussi. Et on sait que d'autres États feront la même chose. Il s'agit là, tout à l'heure, l'un d'entre nous disait il faut évacuer la désinformation. La question, c'est comment on statue. Il faut recréer, et c'est tout l'esprit de cette Journalism Trust Initiative, une capacité de distinction entre ceux qui respectent des procédures, qui s'astreignent à des obligations, qui sont en mesure de le prouver, et les autres, et le faire de manière non discrétionnaire pour que ce ne soit pas les États qui décident, par exemple, qui est journaliste qui n'est pas, qui fait le journaliste qui n'en fait pas, et pas les plateformes non plus, qui aujourd'hui, disons-le, le font au doigt mouillé. Lorsque Google News intègre un média sur sa plateforme, j'ai posé la question un jour au patron de Google News, Richard Migras, en fait, ils ont peut-être des procédures internes qui sont relativement méconnues, mais en tout cas, ils n'ont pas de critères qui soient acceptables. Ça n'est pas leur rôle, finalement. C'est dangereux que des plateformes qui ont un tel pouvoir puissent prendre de telles décisions. Merci. Merci à tous. Merci à vous tous.